Au plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Vous étiez nombreux à nous suggérer de revenir sur ce podcast Bon Sens. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, ici, dans la logique de la méandre de la raison, nous allons partager des moments auditifs. Nous allons également partager des moments forts de télévision, mais également des moments forts de partage avec toujours des doyens, avec toujours des hommes qui ont quelque chose et qui peuvent partager véritablement avec vous de la connaissance. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons voyager dans l'univers de l'imagination positive. Vous êtes nombreux à demander c'est quoi le développement personnel, qu'est-ce qu'il faut véritablement pour vivre et être heureux dans ce monde. Véritablement, c'est ça que nous allons partager avec notre mentor, avec notre doyen, lui aussi qui a cartonné dans ce monde. Il sert à Kaolack, bien vrai qu'il n'est pas Saloum, mais véritablement, le Saloum va l'adopter. Monsieur Fall Birahim, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndiaye. C'est vraiment un plaisir. Monsieur Gaye. Monsieur Gaye, un plaisir d'être en face de vous pour discuter sur certaines problématiques, n'est-ce pas, qui interpellent l'actualité. Je pense que nous sommes... Le sage n'a pas de patrie et qu'on ne peut pas être étranger dans son propre pays. Bien sûr. Donc, un véritable Sénégalais, il doit être Walo, il doit être Saloum, il doit être Kazassé. Donc, machallah, on est là, on est au service de la population. On se définit juste comme étant un Sénégalais, un Africain, un citoyen du monde. Très bien. Donc, il est habitant du monde, disons. Hein? C'est vrai. Mesdames, messieurs, comme je vous le disais tantôt, il est un monument. Véritablement, nous, il fait partie de nos mentors. Monsieur Fall, dans un monde où les valeurs se perdent maintenant, dans un monde où le milieu professionnel a changé de cap, le développement personnel, véritablement, est-ce que ça ne peut pas être quelque chose qui pourrait nous sortir dans certaines files d'Ariane? Bien entendu. Si on considère, si on met en application les deux méthodes pratiques du développement personnel, à savoir ce qu'on appelle le coaching, mais également la psychothérapie. C'est extrêmement important. Sur le coaching. Si le coaching, ça dit comment construire notre présent et nous tourner résolument vers l'avenir. Donc, chaque être humain a besoin d'être accompagné dans sa vie. Nous avons tous, l'homme est un être à part projet, nous avons des projets et pour la réalisation de ces projets-là, nous aurons juste besoin des gens, des sachants qui puissent nous accompagner jusqu'à la réalisation de notre projet. Je rappelle que d'autres contrées comme les États-Unis, par exemple, le grand théoricien du coaching, il s'appelle Frederick Hudson. Il a une théorie de changement extraordinaire et si on en inspire, je pense qu'on peut changer énormément de choses. Et dans sa théorie de changement, il a donné ce qu'il appelle les croyances classiques et les croyances de substitution. Selon lui, la vie n'est pas linéaire. Il n'y a pas de linéarité dans la vie. Par exemple, nous autres enseignants, quand nous avions embrassé le métier d'enseignant, il y a bon nombre de gens pensant qu'ils doivent servir, être enseignants jusqu'à la fin de leur jour. Alors qu'ils ont des potentiels leur permettant, non seulement l'enseignement a été un tremplin, qui leur permettent quand même de recycler, d'être des magistrats. On a vu les hautes figures de l'histoire sénégalaise, surtout politique. Le nombre de ces gens-là, que ce soit Léopold Sédar Senghor, que ce soit Mamadou Dia, que ce soit Cheikh Anta Diop, tous ont passé par le métier d'instituteur. Et cela ne leur a pas empêché d'être aujourd'hui, n'est-ce pas, des savants ou bien de grands professeurs d'université. Il parlait également de la constance, que la vie n'est pas constance. La vie est en perpétuel changement. Notre mérite, c'est juste de pouvoir nous adapter par rapport au changement de la vie. Mais bon nombre d'êtres humains ont peur du changement, pensant que peut-être que le changement irait à l'encontre ou bien irait à leur défaveur. Et comme on dit, l'homme a une capacité de s'adapter. C'est ça le fort de l'homme. Il y a ici ce qu'il appelle le dehors et dedans. Dehors, nous avons tendance, quand nous n'avons pas de boulot, surtout certains intellectuels, certains étudiants qui décrochent leur maîtrise ou bien leur master ou bien leur doctorat et qui se trouvent dans le chômage, pensant peut-être que c'est l'extérieur, c'est l'environnement qui est hostile, n'est-ce pas, à leur personne.
Alors qu'eux, ils devaient pouvoir s'adapter aux réalités, mais également tirer leur épingle du jeu. Il dit que ce n'est pas le dehors-dedans, mais c'est le dedans-dehors. C'est-à-dire que nous avons des potentiels, des ressources qui nous permettent, quelles que soient les rigueurs, quelle que soit l'hostilité, n'est-ce pas, de la vie à laquelle nous sommes confrontés, de nous adapter et de trouver des solutions. L'autre chose également, il parle de l'apprentissage. Nous pensons que l'apprentissage, ce n'est qu'à l'école que l'on apprend, alors que ce n'est pas le cas. L'école n'est pas le seul lieu d'acquisition du savoir. L'université n'est pas le seul lieu d'acquisition du savoir, mais on apprend selon ses besoins. Je suis peut-être chef de service. Quand j'étais enseignant, je n'avais pas la possibilité de maîtriser, par exemple, l'Excel. Mais suivant dans l'exercice quotidien de ma profession, j'ai besoin de ça, donc il me faut m'adapter. On me demande, par exemple, de faire une formation sur une thématique. Je suis obligé maintenant de m'adapter. Donc on apprend selon ses besoins, mais ce n'est pas uniquement à l'école que l'on apprend. L'autre chose que je voudrais dire concernant, par exemple, le développement personnel, c'est le fait également des psychologues humanistes. On peut passer par Abraham Maslow, passer par Dale Carnegie, parler également de Carl Rogers, qui a développé surtout l'ACP, approche par les compétences sur le plan de la pédagogie, mais également ACP, c'est-à-dire que l'approche centrée sur la personne. Que souvent, pour être performant, pour être productif, il faut avoir une bonne santé mentale. C'est-à-dire? Il y en a à qui, vous donne par exemple l'exemple du Sénégal, où bon nombre de femmes bénéficient surtout des financements, en oubliant que ces femmes-là, même si elles bénéficient de ces financements-là, et qu'elles vivent surtout des violences conjugales, c'est des femmes qui sont souvent anxieuses, qui sont dépressives, n'est-ce pas, qui sont plus ou moins stressées, ou bien qui ont des stress post-traumatiques complexes. Et que cet état d'esprit peut faire qu'elles ne soient pas productives, qu'elles ne soient pas performantes. Donc, pour dire que c'est l'être humain qui est au centre du développement. Alors que l'être humain a des potentiels intrinsèques, innés, qui sont enfouis en lui, et peut-être on ne lui donne pas l'occasion, n'est-ce pas, de les exploiter, de les libérer. Alors que le développement personnel vient pour voir quels sont les obstacles, quels sont les freins, qu'est-ce qui fait que telle personne n'a pas pu libérer ses potentiels, lui donner, l'encadrer, l'accompagner pour quand même libérer ses potentiels. Il lui permet non seulement d'être productif, mais également de pouvoir s'épanouir et de vivre heureux dans le monde. Très bien. Dans le développement personnel, on nous dit souvent qu'il faut imaginer toujours de manière positive. Il y a certaines personnes qui disent qu'une imagination positive entraîne une décision qui est positive. Lorsque je suis en train d'imaginer un triste avenir, je contribue à l'avoir et peut-être que je l'aurai. Cette approche, comment pouvez-vous l'expliquer, M. Fall? Moi, je suis un grand positiviste et j'aime bien les psychologues humanistes. Et on a compris que même quand il y a les guerres, les neurosciences affectives et sociales ont démontré qu'en réalité, depuis la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, que la guerre même prend sa source dans l'esprit des gens. C'est parce que certains, dans leur éducation, ce qu'ils appellent par exemple avec la Banque mondiale, c'était au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les 1000 premiers jours, n'est-ce pas, que souvent, l'être humain, s'il reçoit une éducation bienveillante, une éducation soutenante, une éducation aimante, cette personne-là, plus tard, il deviendra empathique. Et il deviendra également bienveillant. C'est quelqu'un également qui va explorer le monde. C'est quelqu'un qui ne vivra pas de complexe d'infériorité. C'est quelqu'un qui a tendance à aller de l'avant. Alors que maintenant, le contraire peut se produire. C'est-à-dire que nous tous, dans notre éducation, souvent nous sommes victimes, par exemple, d'une éducation punitive. Au Sénégal. Où on est limité. Où l'enfant, certains pensent que le meilleur moyen d'éduquer quelqu'un, c'est de l'humilier, c'est de le mépriser, c'est de le violenter. Et malheureusement, ça crée maintenant des neurones négatives. Ce qui fait que ça va créer ce que les psychologues appellent le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on est tellement limité, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas à ceci. Ce qui fait que malheureusement,
ces valeurs-là que qu'on nous a inculquées, n'est-ce pas, la punition, la maltraitance, une fois, ça aura des impacts dans notre vie d'adulte. C'est ce qui fait que ces gens-là, souvent, qui n'ont pas été éduqués dans la bienveillance, dans l'empathie et dans l'amour, ils ont tendance à être des gens renfrognés, des gens limités, fermés sur eux-mêmes, mais des gens également qui seront toujours pessimistes. Souvent, même quand on leur confie des postes de responsabilité, ils ont tendance à dire que non. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de ma personne? L'exemple que je donne souvent et que je taquine souvent aux femmes, je leur dis qu'on vous nomme président, on a un ministre de la République, quelqu'un qu'on avait nommé ministre de la République, mais qui s'est dit que non, je pense que les gens se sont trompés, je ne peux pas gérer ça. Ce n'est pas parce qu'elle manquait de compétences, non, mais c'est parce que dans son éducation, on lui a fait comprendre qu'elle ne sera jamais à la hauteur, qu'elle ne peut pas occuper certaines responsabilités éminentes. Et même dans nos rencontres, souvent vous demandez, vous dites à certains, prenez la parole, vous parlez au nom du groupe, non, ils disent que non, donne ça à M. Gaye. Cela veut dire que c'est des gens qui ne vantent pas de leur mérite, qui ont tendance à remettre en cause leur propre mérite, pensant que s'ils sont désignés, même quand ils réussissent au bac avec la mention, au lieu de s'enorgueillir, n'est-ce pas, de leur exploit, ils ont tendance à dire non, je pense que c'est la seule leçon que j'avais apprise. J'ai eu la chance d'avoir peut-être des correcteurs qui sont généreux et autres. Vous voyez? Alors ça, c'est des limites. Ces limites-là, surtout avec ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, des gens qui ont vécu depuis leur enfance un attachement de rejet, ou bien un attachement ambivalent, ou bien un attachement évitant. Plus tard, quand ils deviendront adultes, vous verrez qu'ils sont bien, mais ils ont toujours ce complexe d'infériorité à se remettre en cause, pensant qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant, pensant peut-être que les gens se sont trompés sur eux. Alors, c'est la psychothérapie maintenant qui nous permet de voir le passé de la personne. Dans quelles conditions elle a été éduquée, comment est-ce qu'on lui a toujours donné la possibilité de donner son avis, est-ce qu'il y a eu un attachement sécure depuis son enfance qui permet de définir les adultes. Alors, juste pour dire que moi je pense que les neurones peuvent être négatifs, mais si la personne est élevée dans la bienveillance, dans l'amour et dans l'attachement et qu'il devient empathique, nous aurons des neurones positifs. Et ce sont ces neurones positifs-là qui nous permettent maintenant d'avoir des décisions positives. D'être optimiste, de regarder résolument vers l'avenir et de construire son avenir et d'avoir confiance en soi-même. Très bien. Maintenant, on était enfant, on nous a éduqués de cette façon que vous parlez tout à l'heure, de la punition. Maintenant, quand on est devenu adulte, on a 20 ans, on a 21 ans, 22 ans, est-ce que c'est possible de se remettre en question et véritablement de devenir la meilleure version de soi-même? J'aime bien Dr Edwin qui dit qu'on peut se réformer à tout âge, mais à la condition d'en avoir le courage. C'est bon à dire. Il faut se réformer à tout âge. On peut se réformer à tout âge, mais en une seule condition d'en avoir le courage. C'est-à-dire que nous avions tous ces limites-là. Du fait de notre éducation, certains ont des parents toxiques. Et que malheureusement, la toxicité de ces parents-là, souvent faisait que leur éducation est une éducation dure. Ils ont une éducation dure. Ces gens-là, ils ont tendance à reproduire ça. Et puisqu'ils n'avaient pas la possibilité d'exprimer leur point de vue, ou bien de discuter, on ne leur demandait même pas la parole. Non, ils exécutaient autrement. C'était le bâton. Autrement, c'était des gifles. Autrement, c'était des fessées. Ces gens-là, quand ils deviendront grands, effectivement, ils ont besoin. C'est là où on a inventé le développement personnel. Parce que l'éducation punitive faisant, que l'être humain, quand il deviendra grand, mais il risque de reproduire, n'est-ce pas, l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Et alors, si c'est une éducation toxique, punitive, un dressage que j'allais dire, ça va impacter dans sa vie d'adulte. C'est ce qui fait que vous voyez des gens diplômés, mais qui n'ont pas la possibilité de parler en public. En public, oui, c'est sûr. Vous voyez des gens diplômés qui ont de la connaissance, mais ils n'ont pas le charisme. Ils ne peuvent pas communiquer avec les gens. Vous voyez des gens également diplômés,
qui ont de la connaissance, mais qui n'ont pas la pédagogie qu'il faut pour partager leur connaissance avec autrui. Avec les gens. Vous voyez des gens qui sont diplômés, mais qui ne peuvent pas s'asseoir, qui ne peuvent pas regarder des gens. Parce que c'est des limites, n'est-ce pas, qu'on a cultivées, qu'ils ont cultivées en eux. Et c'est là où l'intérêt maintenant du développement personnel, pour dire à ces gens-là, c'est vrai qu'on a compris que vous avez reçu une éducation très dure pendant votre enfance, qui ont impacté, ou bien qui ont plombé, n'est-ce pas, dans la possibilité de libérer vos potentiels, d'être charismatique, de pouvoir parler aisément, parler en public, de se faire aimer des gens. Mais ces limites-là, non seulement on les a décelées, mais on va vous accompagner. C'est vrai. Et c'est la naissance même du développement personnel. L'importance du développement personnel. Très bien. Alors, il y a des gens comme moi, le plus souvent, qui se sous-estiment devant les gens, qui se doutent et qui doutent de leur capacité, ainsi de suite. L'estime de soi dans le développement personnel, cette attitude, qu'est-ce que ça peut permettre à l'individu? Oui, ça aussi c'est un autre psychologue humaniste qui s'appelle Alfred Adler, qui a écrit un livre extraordinaire, il appelle Le sens de la vie. Et son histoire est tellement une histoire extraordinaire. Bien sûr. Bon, je ne vais pas, peut-être le temps fera défaut, on va plus ou moins l'abréger. Alfred Adler, c'est lui qui a théorisé ce qu'il parle de complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont nés orphelins. Ouais. Et vous savez que la première ligne de protection de l'être humain, c'est les parents. C'est les parents. Et l'enfant qui perd son père ou bien sa mère, il a tendance à dire que est-ce que réellement se poser des questions, est-ce que c'était un enfant désiré par ses parents? Il y a des enfants dont les parents sont des personnes handicapées. Ces enfants-là également, du fait de leur naissance, et qu'ils accompagnaient leurs parents à faire la marche au marché, tôt ou tard, la société risque quand même de leur rappeler que vous êtes nés de parents mendiants et autres. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes dans une société où certaines personnes, peut-être ils ont les parents qui sont en prison. Ça constitue des limites. Oui. Pour peu, on te rappelle que toi, tu n'as rien à dire parce que ta mère ou bien ton père était en prison. Ouais. Il y a des gens qui sont nés handicapés. Il y en a également qui traînent des tares au niveau même de leur corps. Je donne par exemple, je ne dirais pas un grand historien, hein. Souvent, il y en a qui naissent avec des... Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Alors ça crée un complexe d'infériorité. Okay. Et souvent, ils ont tendance à être marginalisés. Ils ont tendance à être stigmatisés. Ce qui fait que c'est des gens souvent qui n'ont pas la voix au chapitre, mais qui se battent. Et dès qu'ils arrivent à s'affirmer, dès qu'ils arrivent à avoir des responsabilités, ils ont tendance à avoir, comme disait Adler, le complexe de supériorité. Ils ont tendance à écraser les autres. Parce qu'on se moquait d'eux. Hein? Ils disaient que, par exemple, tu es trop obèse, tu es... Voilà, voilà. Il y en a même qui disaient même à leurs enfants, voilà, c'est une erreur le fait que tu sois venu au monde. Je donne par exemple le cas d'un enfant que j'ai accompagné. C'est un enfant blanc, il s'appelle Christopher. On me l'avait confié quand j'étais enseignant. Et cet enfant-là, au jour, il se chamaillait avec un de ses amis. Et son ami n'a pas manqué de lui signifier que moi, je n'ai rien à te dire parce que tes parents, ton père n'a jamais souhaité à ce que tu viennes au monde. La preuve, il lui dit, le jour de ta naissance, puisque ton papa avait demandé à ta maman d'avorter et que ta maman avait refusé d'avorter, il a préféré le jour de sa naissance de se suicider. Cet enfant est allé demander à sa maman le certificat de décès de son père. Et quand il a fait la confrontation entre son extrait de naissance et le certificat de décès de son père, à tort ou à raison, en tout cas, voilà, quelque chose se passe. Et cet enfant-là, depuis lors, sachant que peut-être c'est un enfant non désiré, que si ça relevait juste de la volonté de ses parents, il ne se serait pas né, et il dit que maintenant ma vie est foutue. Donc nous avons une association des enseignants qu'on appelle Coris Éducation,
on nous confiait ces enfants dans le cadre, je ne dirais pas de la rééducation, mais de l'éducation. Voilà des enfants. Ou bien des enfants qui sont nés hors mariage. Ouais. Ou bien certains même refusent de reconnaître la paternité de ces enfants. enfants-là. C'est là où il faut comprendre le combat des femmes avec l'article 196 du Code de la famille, n'est-ce pas, la recherche de la paternité. Parce qu'un enfant qui naît, mais il est le fruit d'un homme et d'une femme. D'une femme, ouais, il n'est pas né au hasard. Alors, si l'homme dit que non, je ne suis pas, il refuse complètement, n'est-ce pas, d'assumer cette paternité-là, cet enfant qui grandit dans ce quartier-là, les gens ont tendance à dire qu'il n'a pas de père. Il n'a pas de père. Cet enfant-là, tu ne peux pas le considérer au même titre que les autres. Donc, il va vivre ce complexe-là. Ce complexe-là fera que cet enfant-là ne sera pas épanoui. Ce complexe-là fera que l'enfant a tendance à se remettre en cause. Ce complexe-là fera que l'enfant n'aura pas à avoir un esprit prométhéen. Parce qu'il a peur même de discuter avec quelqu'un qui lui rappelle que je n'ai rien à te dire parce que tu n'as pas de père. Voilà ce complexe, comme disait Alfred Adler. C'est ce complexe d'infériorité-là qui fait que dans nos sociétés, vous voyez, il y a des choses qui ne se reposent ni sur la religion ni autre, mais on dit que oui, vous êtes casté. Des choses qui reposent sur rien du tout. Rien du tout, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Et le prophète nous dit que Kullu bidatun dalala. Quelqu'un qui croit au bida, mais cette personne-là, il est condamné. Vous voyez. Et ceux qui croient au bida, c'est des gens de l'enfer. Vous voyez quelqu'un, une personne handicapée qui vient demander une femme, on lui dit que non. La seule relation que je peux tisser avec toi, c'est de te donner de l'argent, de te donner de l'aumône, mais pas d'être un beau-parent. Vous voyez. Donc cette personne-là, il va vivre, n'est-ce pas, dans la souffrance, dans la frustration. À chaque fois, on lui retire de la valeur. Et cette personne-là ne pourra pas explorer, libérer ses potentiels. Parce qu'il est plombé. Il est tellement limité que quand il devient grand, même dans une assistance, il a peur même de lever le doigt, par peur que les gens lui disent que non, écoute, toi tu n'as rien à dire parce que ton père était mendiant, ta mère était mendiante, ou bien toi, voilà, tu es né hors mariage, ou bien tu es ceci, ou bien tu es cela. Et ce complexe-là fait que les gens ont tendance à se recroupir, à se limiter et à plafonner leur ambition. Alors que le développement personnel vient pour libérer tout ça. Exactement. Donc, figurez-vous, mesdames, messieurs, l'importance du développement personnel. Toujours, nous restons dans cette optique. Je rappelle que nous sommes avec M. Birahim Fall, c'est un psychologue conseiller également. C'est quelqu'un à qui on ne va pas présenter dans la région de Kaolack, je dirais au Sénégal même. M. Fall, dans ce monde où nous sommes, dans ce monde de rejet, dans ce monde d'intolérance, qu'est-ce qu'il faut? Quelles compétences faut-il pour véritablement avoir une vie heureuse? Je dirais comme Voltaire, vivre caché, c'est vivre heureux. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut, à mon sens, que l'individu doit savoir d'abord ce qu'il veut. Il doit tracer son chemin. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de capital humain. Oui, le capital humain. Parce que c'est Henri Bergson qui lui dit que le monde a évolué matériellement, mais il lui manque un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme-là n'est rien d'autre que la tolérance, que l'amour du prochain. Comme je dis, malheureusement, c'est ce qui fait tant de défauts aujourd'hui. Parce qu'avec les richesses de ce monde-là, si les gens vivent dans la misère, c'est parce que les riches ne partagent pas leurs richesses avec les pauvres. Avec les pauvres, c'est vrai. Et s'il y avait ce partage-là, dans la religion musulmane, on parlait de la zakat. Parce que la pauvreté en soi n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Ouais. Et Dieu nous dit que c'est une erreur de la société. Parce que quelqu'un qui est extrêmement pauvre, qui n'arrive pas à se nourrir, à se prendre en charge, même sur le plan même de la pratique religieuse, il a tendance à être négligent. C'est vrai. C'est vrai, c'est sûr. Parce que voilà, quand on a l'estomac au talon, on n'aura pas la possibilité d'aller prier ou bien de faire autre chose. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Et que vous constatez bien avec moi, il fut un moment au Sénégal, c'est vrai, on a construit des ponts, on a construit des universités, on a fait, n'est-ce pas, on a acheté des bus et autres.
sur le plan matériel, sur le plan des infrastructures. Mais on n'a pas investi sur l'être humain. C'est ce qui fait que malheureusement, vous pouvez construire, mais si vous ne construisez pas les gens, si vous ne formez pas les gens, si vous ne travaillez pas sur l'humain, c'est cet même humain qui a tendance à détruire ce que vous avez construit il y a des années. C'est sûr. Vous pouvez mettre 5 ans à construire des ponts, mais pour déconstruire, il faut à ces humains-là 1 seconde ou bien 5 minutes ou bien 1 heure de temps. Pour démolir, pour déconstruire ce que vous avez construit il y a des années. C'est pourquoi, à mon sens, le capital humain est extrêmement important. Et ça ne commence pas dès qu'on devient adulte, non. Vous voyez ce qui me chagrine un peu au Sénégal. À quelques encablures des élections, on apprend aux adultes sénégalais comment voter. Ça ne vous choque pas? Bien sûr. Alors que l'école, parce que quand il y a un phénomène de société, le premier réflexe, c'est de se poser la question à savoir est-ce que l'école n'a pas failli à sa mission. Et c'est à l'école et aux familles qu'on a confié, n'est-ce pas, la construction ou bien la formation de nos citoyens. Donc, pour moi, il faut d'abord revoir un peu l'éducation au niveau des familles. Parce que s'il y a des parents toxiques, ces enfants-là deviendront des parents toxiques. Oui, c'est sûr. Si dans les lieux de socialisation, il faut lutter tout ce qui est discrimination. Et d'ailleurs, Alfred Adler le dit parce qu'il était 3e enfant. Lorsque le premier enfant est né, 2e enfant qui vient, il a détrôné le premier, l'aîné. Et lui, quand il est venu en tant que 3e enfant, on a détrôné son grand frère. Il était vraiment l'enfant choyé. Mais dès qu'il a un petit frère, lui aussi, il a été détrôné. Au profit de son petit frère. Alors que la position de l'enfant au niveau de la fratrie, le rang qu'il occupe, si vous avez un enfant et que vous mettez de côté, vous détrônez votre enfant, vous ne l'accompagnez pas, ça aura également des conséquences néfastes dans sa vie d'adulte. Il sera très frustré. C'est sûr. Et souvent, à mon sens, ce qui est surtout important, c'est qu'il faut une éducation. Quand je parlais souvent de l'évolution des familles, il faut qu'on investisse davantage sur l'être humain. Et depuis l'enfance, parce que déjà, je pense qu'une femme enceinte, ce n'est pas n'importe qui. Oui. Il faudrait quand même qu'on l'entête bien cette femme-là, qu'elle ne puisse pas faire la queue, n'est-ce pas? Et que cette femme-là soit vraiment, que l'État puisse investir sur cette femme-là parce qu'elle porte la nation de demain, le Sénégalais, le citoyen de demain. Une fois également que ces enfants-là, il faut, à mon sens, ce que j'appelle la parentalité positive. Nous pensons que tout est inné, tout est naturel, tout est spontané. Alors que les parents toxiques, négatifs, ils ont tendance à éduquer leurs enfants comme ils ont été éduqués. Oui. Donc il faudrait quand même que le parent peut faire du mal à son enfant sans même le savoir. Je donnais l'exemple, n'est-ce pas, de ce jeune-là. À travers certains mots ou bien certaines expressions, ça peut marquer à jamais cet enfant-là et qu'il peut même détruire sa vie. Donc à mon sens, il faut d'abord une éducation, outiller les parents pour qu'ils puissent quand même gérer leur enfant, qu'ils puissent communiquer avec leur enfant. Parce que dans la communication à la non-violence, on sait que à chaque étape de l'enfant, il y a une manière de communiquer avec l'enfant. Mais nous pensons que cette communication, elle est naturelle. Alors que c'est le fruit d'une éducation, elle doit être le fruit d'une instruction. Même le fait même que l'enfant soit courtois. Parce qu'on n'a pas besoin de dire à l'enfant ce qui est bien, ce qui est mal. Ça n'a pas de sens parce qu'à un certain âge, l'enfant, il a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Il a tendance à imiter, à reproduire ce que les parents font. Donc le meilleur moyen d'éduquer son enfant dans la bienveillance et dans le positivisme, ce que j'appelle la parentalité positive, il faudrait impérativement que les parents soient outillés, sachant que tel mot peut avoir tel impact dans la vie de l'enfant. Comment communiquer avec son enfant? Donc c'est libre maintenant aux parents, non seulement de pouvoir communiquer avec son enfant, de savoir ce que son enfant peut comprendre, ce qu'il ne peut pas comprendre, mais également lui,
ce qu'il souhaiterait que son enfant devienne, c'est à lui maintenant d'incarner ce qu'on appelle l'exemplarité. Que les parents puissent incarner les valeurs qu'ils veulent transmettre à leur enfant. Parce que s'il y a ce détachement-là entre les valeurs que vous voulez inculquer à votre enfant et qu'il y a une incohérence dans votre comportement quotidien, cet enfant-là ne vous respectera pas. La culture du respect, ça doit s'apprendre. Même l'amour de l'enfant doit s'apprendre. Tout ça. Donc, une fois qu'il y ait des parents bienveillants, altruistes, des parents empathiques, comme disait Maslich, apprenez, écoutez pour que les enfants parlent, mais par là, parlez pour que les enfants écoutent. Nous, parents, nous n'avons pas le temps, ni la patience de pouvoir écouter nos enfants, d'écouter les besoins de nos enfants. Donc, il faut qu'il y ait de la coopération. Il faut qu'il y ait également de l'exemplarité. Mais également, il faut surtout de l'encouragement. Et l'encouragement, je donne ça, c'est juste... Alfred Adler, c'est lui-même qui l'explique. Mais je donne souvent l'histoire de Thomas Edison, quand il est allé à l'école et que sa maîtresse lui a donné une lettre en lui disant « Retourne ça à ta mère et ne reviens plus à l'école ». Cet enfant-là, quand il est allé remettre la lettre à sa maman, la maman, en lisant la lettre, elle avait les larmes qui coulent. Et du coup, l'enfant ne cessait de répéter à sa maman « Qu'est-ce que ma maîtresse a dit ?» Elle dit, pour l'encourager, « Ta maîtresse nous a dit que vous êtes un génie, que vous avez des capacités intellectuelles qui dépassent, n'est-ce pas, celles de tes camarades de classe, que vous ne devez même plus retourner à l'école, mais vous devez rester là. Restez là, je vais vous accompagner parce que vous êtes en avance par rapport à eux. Et si vous retournez, si vous restez avec eux à l'école, vous allez perdre du temps. Ce parent-là, sachant cela, il encadrait son enfant. Et cet enfant-là, aujourd'hui, Thomas Edison, qui a créé l'ampoule, qui a créé la lumière. Et quand sa mère est décédée, elle est retournée voir les bagages de sa mère, il a retrouvé cette lettre-là. Et vous voyez ce que la maîtresse avait inscrit. Non. Votre enfant, c'est un autiste. Il perd du temps à l'école. Il faut vraiment l'amener dans des centres de rééducation parce qu'il devient fou et il perd son temps à vouloir rester à la classe. Vous pensez que si la mère de Thomas Edison avait dit exactement ce qui s'est passé, est-ce que cet enfant aujourd'hui serait devenu? Non, pas du tout. Voilà. L'encouragement est extrêmement important. Il faut savoir encourager les enfants. Mais nous, on a tendance à décourager les enfants. C'est vraiment horrible. À dire du mal à nos enfants. En ne leur donnant même pas la possibilité d'exprimer l'amour, même l'attachement. On n'a pas appris à nos enfants d'être courtois, d'être des hommes de bien. Nous pensons que la seule éducation qui vaille, c'est de les frustrer, c'est de les humilier, c'est de les mépriser, c'est de les retirer de la valeur, c'est de leur dire des choses qui vont les marquer à jamais dans leur mémoire. Donc il faut une éducation des parents. Mais si chaque parent, chaque famille est bien outillée, sachant que tout acte qu'ils posent auront des impacts sur la vie d'adulte de l'enfant, ces parents-là, dans le quartier, ce qu'on appelle le groupe des pères, donc on aura assaini le quartier. Mais à l'école également, l'école est un lieu de déperdition. Ah bon? Oui, parce que nous autres enseignants, on a tendance à répéter, n'est-ce pas, les mots touchants que nos maîtres avaient l'habitude de nous dire. On a l'habitude de taper sur nos enfants parce que nous, notre maître avait l'habitude de nous prendre par quatre quand on n'apprenait pas. Et même la manière de donner les notes. Parce que comme j'ai dit, la note, la science qui régit les notes, on l'appelle la docimologie. C'est l'art de la notation. Alors que la docimologie, souvent, a une fonction sociale et psychologique. Ça veut dire que devant les camarades, vous dites à un enfant, vous avez 1 en mathématiques. Vous êtes bon à rien. Vous n'avez pas votre place. Cet enfant-là, vous l'avez perdu. Et c'est Antonio Damasio qui nous l'a appris. Nous sommes d'abord des êtres d'émotion avant d'être des hommes de conscience. Parce que ce maître-là, ou bien ce professeur-là, qui vous a humilié devant vos camarades, vous n'allez plus le porter dans votre cœur et dans votre esprit. Puisque vous ne l'acceptez plus, vous ne l'aimez plus. Mais cette personne-là, quel que soit son niveau de connaissance, il ne pourra plus rien vous apprendre parce que
vous ne l'aimez pas. Il a déjà perdu le Voilà. fil quand même. Puisque vous ne ressentez aucune affection à son endroit, Oui. quelle que soit sa pertinence, quel que soit son savoir, vous ne l'écoutez plus. Et si vous ne l'écoutez plus, il ne pourra jamais vous enseigner. Donc, il faut également ce qu'on appelle la discipline positive. Dans la pédagogie, que les enseignants sentent que ce qu'on appelle même la violence éducative ordinaire, le fait de taper, le fait de donner des fessées, le fait de crier un enfant devant ses camarades. Tous les enfants n'ont pas été éduqués de la même façon. Il y en a, il suffit de les humilier, vous les perdez. Ouais. Ils préfèrent même sécher les cours. Vous voyez certains parents qui éduquent avec bienveillance leurs enfants, mais une fois à l'école, on détruit ça parce qu'ils sont en face d'un enseignant ou bien d'un maître qui, lui, a été éduqué dans la punition, dans le déshonneur, parce que l'école en oublie. Il y a une situation qui s'est posée lors des examens. J'ai été tétanisé. Ça m'a choqué. Parce que l'école en oublie. Oui. L'école n'humilie pas. Quel que soit du reste, ces enfants-là qui sont venus avec des portables, quel que soit du reste, on ne doit jamais les humilier. Parce qu'il y en a qui ont investi des années et des années. Il y en a qui peuvent peut-être ne plus le supporter. Ils préfèrent se suicider ou bien de faire autre chose. Il y en a, malheureusement, ce sera un stigmate qu'ils vont porter durant toute leur vie. Oui. Et ils ne pourront jamais le supporter. Dans la société. Et à chaque fois, on leur rappelle que vous avez été exclus. La société lui rappelle ça. Alors que l'école en oublie les cœurs. L'école n'est pas le lieu où on humilie, où on méprise, où on tape, où on violente. D'accord. Alors que ces enfants-là, ils ont été violentés psychologiquement, Très bien. moralement, mais également vraiment. Voilà, donc si on règle dans les lieux de socialisation qu'on ait une parentalité positive, qu'on ait également la masculinité positive, parce que certains hommes, la manière dont leur père vivait avec leur maman, pensant que l'homme est toujours supérieur à la femme, et ils ont un droit de vie et de mort à travers leur femme, ils ont même tendance à taper leur femme devant leur enfant. Imagine-toi un enfant qui est victime, ce qu'on appelle de la violence conjugale. Un enfant qui voit son père taper sa mère devant lui. Cet enfant-là, on l'a perdu. Ou bien un enfant qui entend sa mère ou bien son père dire des choses déplacées à l'endroit des deux, alors que le premier modèle, c'est le parent. Mais cet enfant-là, il est désorienté, ce que les psychologues appellent le SAP, le syndrome d'aliénation parentale. Vous voyez, cet enfant-là, on l'a perdu. Donc, il faut régler d'abord au niveau des familles, au niveau de la rue, des groupes de pères, au niveau des lieux de socialisation des daara, des écoles, mais également au niveau de la société. Si réellement, si on investit sur ça, sur l'être humain, je pense que demain, on pourrait avoir d'honnêtes gens et de bons citoyens. Très bien. Merci beaucoup, M. Fall, Birahim Fall. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, nous sommes à notre 3e numéro de podcast Bon Sens et nous étions avec M. Fall. M. Fall, ce fut vraiment un plaisir de partager ces beaux moments avec la communauté de Univers 18 TV. Mesdames, messieurs, comme je vous l'avais promis, à chaque fois, nous allons venir avec des experts, à chaque fois, nous allons venir avec des mentors, avec des docteurs, ainsi de suite, des gens qui pourront partager avec vous des moments auditifs, mais des moments forts également de télévision et ça va vous permettre véritablement de grandir. M. Fall, ce fut vraiment un plaisir. Merci, vraiment, ça a été le plaisir est partagé. Seulement, je dois à la vérité de dire que je ne suis pas un psychologue conseil, je suis un médiateur familial et communautaire. J'ai été un enseignant et comme j'ai dit, que nous tous, nous avons été marqués par des gens. Oui. Des gens qui nous ont marqués, des gens à qui nous avons voulu à un moment donné, n'est-ce pas, rassembler. Je pense toujours à mon maître d'école. Et l'histoire, je le dis, je le répète. Parce que quand j'étais élève en classe, de la classe de CI en classe de CM2, pour la première fois, j'avais été recalé en classe, au concours d'entrée en 6e. Et j'avais quitté les bancs pour aller dans des ateliers de mécanique. J'ai fait 2 ans dans les ateliers de mécanique. Ce n'est qu'après mon maître, M. Silla, qui est venu me donner une seconde chance pour me dire que ta place n'est pas dans les ateliers mécaniques, mais bien à l'école. Et c'est ce monsieur-là qui m'a donné cette chance-là. Quand j'ai eu le bac, je suis allé à l'université préparer droit. Et que c'est cette année-là, malheureusement, que je l'ai perdu, qu'il est décédé.
Mais c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué. Salut à sa mémoire. Et voilà un monsieur que même nous, quand nous étions élèves et que nous étions issus de familles très modestes, quand nous tombions malades, c'est lui-même qui sortait de sa propre poche pour nous prendre en charge du point de vue sanitaire, du point de vue médicamenteux. C'est ce monsieur-là qui n'a jamais eu de samedi, qui n'a jamais eu de dimanche. Même quand il tombait malade, il venait à l'école, il se couchait sur la table pour nous faire des cours. C'est ce monsieur-là qui a formé des générations et des générations de Sénégalais de Richard Tolloy. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de se marier et de faire des enfants. C'est pourquoi on s'est dit que quand il est décédé, le meilleur moyen de lui rendre hommage et de pérenniser son œuvre, c'est d'embrasser le métier d'instituteur. Je l'ai été. J'ai suivi ses pas et je ne l'ai jamais regretté. C'est pourquoi, même dans mes mémoires, je dis que j'avais 7 ans quand j'ai rencontré cet homme. Mais plus de 40 ans se sont écoulés depuis cette rencontre. Mon admiration pour son génie, pour son caractère n'a pas changé. Et pourtant, j'ai connu des professeurs d'université. Mais de tous les êtres humains que j'ai connus et que j'ai observés, celui qui demeure pour moi le vraiment inoubliable, il s'appelle Mohamed Sylla. Et tout ce que je dis, tout ce que je fais, quelles que soient également les positions que j'ai occupées, quels que soient également les concours que j'ai réussis, quels que soient également les postes que j'occupe, je lui rends hommage parce que c'est quelqu'un qui nous a façonnés à sa façon. Donc, qu'il dort en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Univers 18 TV. C'est la fin de votre podcast, le 3e numéro. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine. Mr. Fall, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique, Dame et Babacar, à la réalisation, Modou Bamba Ndiaye. À la prochaine.